Chers téléspectateurs, bonsoir. Vous êtes sur Télé Sud, c'est l'heure du journal. Voici les titres. En RDC, lors de sa visite samedi dans le pays, Emmanuel Macron a dénoncé la fuite en avant des autorités congolaises. Le président français refuse que son pays endosse la responsabilité des tensions à l'est du pays, alors que sur le terrain, malgré un cessez-le-feu, les combats se poursuivent. Au Nigeria, les partisans d'Atiku Abubakar, candidat de l'opposition à l'élection présidentielle, se sont rassemblés devant la CENI pour protester contre le résultat de la présidentielle qu'ils jugent frauduleux. À la tête de cette manifestation, le candidat malheureux en personne. Dans cette édition, nous ferons un point sur la 6e journée de mobilisation contre la réforme des retraites qui a eu lieu aujourd'hui partout en France, avec un objectif annoncé par les syndicats, bloquer le pays pour obliger le gouvernement à renoncer à cette réforme. On ouvre ce journal par la RDC malgré la pression internationale et l'annonce d'un cessez-le-feu prévu ce mardi midi, heure locale, entre l'armée et la rébellion du M23. Les combats se sont poursuivis dans la partie orientale du pays. Pourtant, le groupe armé s'était engagé à respecter ce nouveau cessez-le-feu. Souilas Bahiri. Le groupe armé M23 respectera-t-il son engagement de cesser le feu dans l'est de la RDC ? C'est la question que se posent de nombreux Congolais, mais également toute la communauté internationale. Après plusieurs accords jamais honorés par le groupe rebelle, ce mardi à 12h heure locale, une nouvelle trêve est censée entrer en vigueur. Les responsables du M23 se sont eux-mêmes engagés à la respecter. En visite à Kinshasa, samedi, le président français Emmanuel Macron avait laissé entendre que des sanctions pourraient être prises si ce nouveau cessez-le-feu n'est pas respecté. Tous m'ont apporté un soutien clair au cessez-le-feu pour mardi prochain, qui est prévu dans le chronogramme, sur lequel se sont engagés aussi les représentants du M23 qui sont allés voir le président Lourenço. Ce que nous attendons du Rwanda et des autres voisins, c'est de s'engager et de respecter les rendez-vous qu'ils se donnent, sous la supervision des médiateurs. Et s'ils ne respectent pas, alors oui, il doit y avoir des sanctions. Je vous le dis très clairement. Mardi, les combats qui ont repris depuis lundi entre l'armée de la RDC et le M23 se sont poursuivis ce mardi matin, à quelques heures de l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Les deux parties se rejettent la responsabilité et s'accusent mutuellement d'avoir lancé des attaques sur leur position. Lundi encore, le secrétaire général des Nations Unies a une nouvelle fois appelé le M23 à mettre fin aux hostilités. Le secrétaire général exhorte le M23 à respecter le cessez-le-feu afin de créer les conditions nécessaires à son retrait total et effectif de toutes les zones occupées à l'est de la République démocratique du Congo, conformément aux décisions du mini-sommet de Luanda tenu le 23 novembre. Le nouveau cessez-le-feu annoncé intervient après l'échec de toutes les précédentes initiatives régionales lancées pour mettre fin à la progression du M23 ces derniers mois dans le Nord Kivu. Malgré tous les efforts de la communauté internationale, les combats se poursuivent sur le terrain. Difficile pour le moment de prédire si la nouvelle trêve à laquelle s'est engagé le groupe rebelle sera respectée. On reste en République démocratique du Congo. C'est à Kinshasa que le président Macron a achevé sa mini-tournée dans 4 pays d'Afrique centrale. Au cours de son étape en RDC, le chef d'État français a dénoncé la fuite en avant des autorités du pays. Vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays, a-t-il déclaré. Retour sur ces propos d'Emmanuel Macron avec Soukaina Scalissal. Samedi, alors qu'Emmanuel Macron achevait sa tournée en Afrique centrale par la RDC, le président français et son homologue congolais ont offert un spectacle peu commun dans les relations diplomatiques. Le ton de la conférence de presse conjointe tenue par les deux hommes a parfois frôlé le pugilat diplomatique. Lui, il est officiel français. Oui, mais le compromis à l'africaine, c'est le Drian, c'est pas la journaliste. C'est exact, mais ce compromis, et la France a constamment condamné le M23 et tous ceux qui le soutiennent. Et je suis ici pour que chacun prenne ses responsabilités, y compris le Rwanda.
Dans la capitale congolaise, beaucoup ont reproché à la France de n'avoir pas explicitement condamné le Rwanda, désigné par Kinshasa comme l'auteur des agressions à l'est du pays. Des reproches balayés d'un revers de main par le président français. Et depuis 1994, et ce n'est pas la faute de la France, pardon de le dire dans des termes aussi crus, vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté, ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays. C'est aussi une réalité. Il ne faut pas chercher des coupables à l'extérieur de cette affaire. Dans une salle chargée d'histoire où Patrice Lumumba, héros de l'indépendance, a prononcé son réquisitoire contre la colonisation belge, Félix Tshisekedi s'est lui aussi érigé en avocat de son pays, quitte à embarrasser son hôte par ses déclarations. Je reste dubitatif quant à la bonne foi de ceux qui nous ont agressés. Il n'y avait aucune raison, je le rappelle, qui justifiait cette agression, si ce n'est que des raisons économique, mais propre au Rwanda, instigateur de cette agression. Malgré cette conférence de presse musclée, le président français a tout de même annoncé que la France serait le premier pays à répondre à l'initiative de l'Union européenne de mettre en place un pont aérien humanitaire vers Goma. Paris compte contribuer à hauteur de 34 millions d'euros. Pendant sa conférence de presse conjointe à l'issue de la visite du président français, Félix Tshisekedi s'est interrogé sur l'impact éventuel de la crise dans l'est du pays sur la présidentielle du 20 décembre prochain. Cette interrogation du chef de l'État congolais a provoqué l'indignation dans le rang de l'opposition qui dénonce des propos malvenus. Depuis la chute et la mort de Muammar Kadhafi en 2011, la Libye est en proie à une grande insécurité. Deux gouvernements rivaux se disputent actuellement le pouvoir. C'est dans ce contexte que des membres de l'armée libyenne, sous le commandement du gouvernement d'union nationale, reconnu par la communauté internationale, ont participé à un exercice militaire à Tourana, dans l'ouest du pays. Les détails de la manœuvre avec le commandant en chef des forces terrestres libyennes. On l'écoute. Nous avons commencé par la formation des bataillons d'artillerie, des bataillons d'infanterie et des bataillons de chars. Et la période de formation a duré 6 mois. Ensuite, nous avons effectué des tirs tactiques dans le champ de tir au sud de la ville de Zilten. Et à présent, nous avons effectué la mobilisation et les exercices de tir tactique, auxquels ont participé tous les bataillons d'artillerie, d'infanterie et de chars. Cela fait 2 semaines que nous préparons l'exercice dans cette zone. La contestation se poursuit une semaine après l'annonce des résultats de la présidentielle au Nigeria. L'opposant Atiku Abubakar, candidat malheureux à cette élection, et ses partisans se sont rassemblés devant la CENI pour protester et réclamer l'annulation de ce scrutin qu'ils jugent frauduleux. Soukaina Skali, Sal. Des centaines de manifestants habillés en noir et des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Sauvons notre démocratie ». Ce sont les revendications des partisans d'un des candidats battus à l'élection présidentielle au Nigeria, Atiku Abubakar. Nous sommes ici parce que le Nigeria a été violé. Ils nous ont violés sans notre permission. Ils ont pris notre mandat et ils doivent nous le rendre. Depuis mercredi dernier et l'annonce de la victoire du candidat du parti au pouvoir, Bola Tinubu, les résultats sont contestés par une partie des Nigérians. Les partis de l'opposition crient au vol et dénoncent un processus électoral qui ne reflète pas les aspirations des Nigérians. Notre candidat a gagné et c'est un homme juste et pacifique. C'est pourquoi nous avons dit que nous devions venir à la CENI pacifiquement, leur faire comprendre que c'est ce que nous voulons, c'est ce que les Nigérians veulent. Depuis qu'ils ont déclaré l'autre homme comme président, tout le pays est en deuil. Alors vous devriez savoir qu'ils nous ont volés, ils nous ont violés et nous voulons le récupérer. Atiku devrait retrouver son mandat. Si la commission électorale indépendante a reconnu des failles lors du processus électoral, elle rejette cependant les accusations de fraude. Dans le camp de Atiku Abubakar et même de l'outsider Peter Obi, on estime que les défaillances du système lors du téléchargement des résultats ont créé des disparités avec les résultats des comptages manuels dans les bureaux de vote.
Nous sommes ici pour rappeler au président de l'INEC, Mahmoud Yakubu, qu'il a promis aux Nigérians, lors de la collecte des résultats, que nous allions examiner les résultats et qu'à ce jour, alors que vous et moi sommes debout ici et que nous parlons, il n'a pas encore révisé ces résultats. Nous lui demandons donc de les réviser. Les observateurs internationaux avaient, eux, relevé des problèmes logistiques majeurs et un manque de transparence. Peter Obi a déclaré mercredi qu'il allait saisir la justice pour prouver aux Nigérians qu'il avait gagné la présidentielle. En Afrique du Sud, après 2 mois d'attente, le président Cyril Ramaphosa, lors d'une allocution télévisée, a présenté son nouveau gouvernement avec, entre autres, la nomination d'un ministre de l'électricité, un poste inédit en Afrique du Sud, dont la création se justifie par la longue crise énergétique que traverse le pays. Il est occupé par Amok Gopa, l'ancien maire de Pretoria. On écoute le chef d'État sud-africain Cyril Ramaphosa. Notre tâche la plus immédiate est de réduire considérablement la gravité des délestages dans les mois à venir et à terme d'y mettre fin complètement. Nous créons 2 nouveaux ministères. Le premier est le ministre de l'électricité, chargé de faire face à la crise immédiate des délestages. Le second est le ministre chargé de la planification, du suivi et de l'évaluation afin d'attirer davantage l'attention sur les performances du gouvernement. 33 pays africains, 12 pays d'Asie-Pacifique et Haïti tiennent leur 5e conférence des pays les moins avancés à Doha du 5 au 9 mars. Ces réunions qui ont lieu tous les 10 ans ont pour objectif de soutenir les membres des pays les plus vulnérables de l'ONU. Mais pour quels résultats? Réponse avec Souilas Bayri. Une arrivée en nombre, côte à côte, les chefs d'État des 46 pays les moins avancés. Cette catégorie, créée en 1971 par l'Organisation des Nations Unies, est destinée à leur permettre de faire face aux défis économiques majeurs auxquels ils sont confrontés. Tous les 10 ans, un sommet les réunissant sous l'égide de l'ONU se tient afin de déterminer les objectifs économiques à atteindre jusque la prochaine échéance. La 5e édition du sommet des pays les moins avancés se tient à la lumière des graves défis auxquels le monde est confronté en raison des nouveaux conflits internationaux, de la crise alimentaire internationale et du changement climatique, sans oublier les répliques continues de Covid-19. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est indigné et a dénoncé le système économique mondial dont il estime qu'il creuse les inégalités entre États et maintient les pays les moins avancés dans une situation perpétuelle d'infériorité face aux pays les plus développés qui en profitent. Des mots forts et un engagement à remédier aux problèmes. Mais vos pays sont piégés dans des cycles vicieux qui rendent le développement difficile. Et je peux vous assurer que nous sommes parfaitement conscients des iniquités créées par notre système économique et financier mondial injuste. Et nous sommes déterminés à le changer par des réformes. Grands absents du sommet, les chefs d'État des pays les plus riches qui n'ont pas tenu leurs engagements passés à fournir entre 0,15 et 0,20% de leur produit intérieur brut aux pays les moins avancés. Depuis 1971, le nombre de pays les moins avancés a presque doublé et selon l'ONU, 14% de la population mondiale vit dans ces pays. Le ministre des Finances camerounais, Louis-Paul Motazeu, a reçu en audience hier lundi l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Cameroun. Les 2 hommes ont passé en revue la coopération qui unit les 2 États. Une visite de courtoisie qui annonce de nombreux projets. Gaël Diakam et Cyril Guédioy pour le compte-rendu. Après le ministère des Relations extérieures, la semaine dernière, où il a présenté une copie de ses lettres de créance,
Le nouvel ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite est reçu en audience par le ministre des Finances. Pendant 45 minutes d'horloge, Louis-Paul Motazeux et son Excellence Faisal bin Saoud Al Mejfel ont échangé sur les relations bilatérales qui unissent le Cameroun et l'Arabie Saoudite, vieille de plus de 50 ans. Les deux personnalités, au cours de leur entretien, ont aussi passé en revue les différents domaines de coopération sur lesquels seront axés les projets de développement et les contrats d'investissement à venir. Je remercie Monsieur le ministre d'avoir accepté ma visite. On a parlé par rapport à la relation stratégique entre les deux pays. Depuis 1974, notre ambassade ici, on a une bonne relation, soit entre les dirigeants, soit entre les ministères, soit entre les spécialistes. Il y a beaucoup de contacts entre l'Arabie Saoudite et le Cameroun par rapport aux aides, par rapport au projet. Visite de courtoisie au sortir de laquelle l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Cameroun et son hôte se sont engagés mutuellement à renforcer la coopération entre l'axe Yaoundé et Riyad. 4 morts après le retour du cyclone Freddy à Madagascar, violence anti-migrants, la Banque mondiale gèle son programme en Tunisie, intoxication d'écolières en Iran, Washington s'indigne et en appelle à l'ONU. C'est le reste de l'actualité préparé par Noël Ndong, Mathieu Nicolas et monté par Ahmed Chignou. À Madagascar, le cyclone Freddy est revenu frapper le pays après un premier passage. Bilan, 4 morts dont 2 enfants. Fin février, le cyclone avait déjà fait 7 morts, ce qui porte à 11 le nombre de personnes tuées par le cyclone depuis qu'il a frappé l'île la première fois en février. Selon les prévisions météorologiques, il devrait aussi revenir balayer le Mozambique cette semaine. Cette trajectoire de boucle est très rare, il faut remonter à l'année 1998 pour trouver un phénomène similaire. Une dizaine de tempêtes ou cyclones traversent chaque année le sud-ouest de l'océan Indien pendant la saison cyclonique qui s'étend de novembre à avril. Plus de 15 000 personnes ont été affectées et près de 11 000 déplacées par le retour de Freddy. La Banque mondiale a annoncé lundi avoir gelé jusqu'à nouvel ordre son programme en Tunisie. Un gel en raison des violences anti-migrants. Dans son courrier, le président de la Banque mondiale, David Malpass, a souligné que l'institution ne pourra pas poursuivre ses missions en Tunisie compte tenu de la situation, en rappelant que la sécurité des migrants et minorités font partie des valeurs centrales d'inclusion respectées par la Banque mondiale. Le 21 février, le président tunisien Kais Saied avait accusé les migrants subsahariens d'être à l'origine de violences, de crimes et d'actes inacceptables. Il avait laissé entendre que leur venue dans son pays relevait d'une entreprise criminelle. Ce discours xénophobe avait suscité l'indignation des ONG et des défenseurs des droits humains et provoqué une recrudescence des agressions physiques et verbales contre les migrants subsahariens. Plus de 300 migrants subsahariens ont dû être évacués et rapatriés dans leur pays d'origine. En Iran, plusieurs centaines de cas de détresse respiratoire ont été répertoriés depuis début décembre dans une dizaine d'établissements scolaires qui accueillent des jeunes filles iraniennes. Ces détresses respiratoires seraient dues à des intoxications par des gaz toxiques. Ces intoxications ne seraient pas dues à un accident mais seraient l'œuvre d'individus voulant faire fermer les écoles de filles, selon un responsable gouvernemental. Washington qualifie ces cas d'intoxication d'inadmissibles et appelle à une enquête indépendante de l'ONU. Ce mardi, le régime iranien a annoncé de premières arrestations dans l'enquête sur la série d'intoxications. Mais il n'a pas donné de détails sur leur identité, les circonstances de leur arrestation et leur présumée implication. L'actualité en France à présent, elle est marquée par la nouvelle grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites aujourd'hui à travers tout le pays. Une mobilisation en hausse pour cette 6e journée de protestation, comme vous le verrez dans ce sujet de Souilas Bayri.
C'est dans toute la France que se sont une nouvelle fois mobilisés les grévistes à l'appel de l'intersyndicale dans le cadre de la lutte contre la très controversée réforme des retraites. À quelques heures de l'examen par le Sénat de l'article 7 de la réforme, relatif au recul de l'âge de départ, la mobilisation connaît une hausse significative et le ton semble se durcir. Les secteurs du transport appellent à un blocage total et visent un seul objectif, le retrait pur et simple de la réforme. Il ne faut rien lâcher. C'est le gouvernement qui doit revoir sa réforme. C'est pas nous qui devons plier. De toute façon, la population, enfin la vie de la population le montre bien. Hein. On est plus de 70% d'insatisfaits. Donc je ne comprends pas comment un gouvernement il peut maintenir une réforme alors qu'il sait que les 3/4 du pays sont contre. Je n'arrive pas à comprendre. C'est pas de la démocratie. Donc sur ça, nous, on va surtout sur une grève illimitée, reconductible, tant que cette réforme n'a pas été retirée par ce gouvernement. Et là, ce qu'on a maintenant, on se retrouve avec une convergence des luttes et cette réforme, elle concerne tous les Français. Paris, Rennes, Calais, de nombreux opposants à la réforme ont battu ce mardi les pavés avec par endroits des blocages. Du côté de Marseille, les manifestants ont reçu le renfort de Jean-Luc Mélenchon. Depuis la cité phocéenne, le leader de la France insoumise a brandi la menace d'une grève reconductible. La bataille commence aujourd'hui. Dans quelques heures, on peut dire le pays tout entier s'arrêtera puisque l'une après l'autre, les professions entrent dans la lutte. Dans un grand nombre de secteurs décisifs pour la vie du pays, la grève est reconductible et on doit s'attendre à ce que demain et après-demain soient des jours encore de mobilisation sociale très intense et justifiée. À la mi-journée, les syndicats ont salué une mobilisation en hausse dans tous les secteurs. Éducation, santé, transport, d'autres secteurs pourraient rejoindre le mouvement si le gouvernement ne retire pas son projet. Les syndicats se disent prêts à faire durer la fronde. Manifestations, grèves reconductibles, occupation des sites énergétiques. Les syndicats ont promis de tout mettre en œuvre pour mettre la France à l'arrêt en jouant leur va-tout face au gouvernement à quelques jours d'une probable adoption par le Sénat de la très controversée réforme des retraites. Mathieu Nicolas. Alors que le jour ne s'est pas encore levé, on assiste ici à une véritable veillée d'armes. Nous sommes à Saint-Denis, dépôt de bus de la RATP. Les travailleurs grévistes peaufinent les derniers détails. Il y a ceux qui écrivent les slogans sur leurs banderoles, ceux qui ramènent un maximum d'objets, y compris des poubelles, pour bloquer l'entrée du site. Ce matin, des grévistes de la RATP, rejoints par des étudiants, ont bloqué au lever du jour ce dépôt de bus de la RATP à Saint-Denis-Pleyel. Mais le blocus n'a pas tenu longtemps, la faute aux forces de l'ordre. Ah ben nous, l'ensemble des organisations syndicales de la RATP appellent en effet à la grève reconductible, mais ce n'est pas le seul secteur. Hein. La SNCF c'est pareil, on a vu les raffineurs, il y a eu un appel également pour les chauffeurs routiers, etc. En attendant une éventuelle reconduction de la grève, les syndicats espèrent faire de ce 7 mars une journée de grève historique. Dès lundi soir, certains ont ouvert avec 24 heures d'avance le bal de cette journée historique. C'est le cas dans le nord à Léquin, près de Lille, où des chauffeurs routiers ont occupé un rond-point pour mener une opération de tractage et de barrage filtrant. On a démarré une journée plus tôt, c'est un coup de semonce, hein. On est gentil aujourd'hui, on distribue des tracts, on filtre, etc. Les actions futures sont certainement plus fortes si on n'a pas gain de cause auprès du gouvernement et qu'il n'entend pas les problèmes qu'on a. La volonté des syndicats du travail est claire, mettre la France à l'arrêt ce mardi et envoyer un message fort au gouvernement à quelques jours d'une probable adoption de la réforme contestée des retraites au Sénat. La mobilisation du 7 mars est, selon le secrétaire général de la CGT, la première journée d'une nouvelle phase. Près de 320 rassemblements sont prévus partout en France. C'est la 6e journée de mobilisation interprofessionnelle. Les 5 premières ont connu un gros succès, des millions de personnes dans les rues, des millions en grève, et on a un gouvernement qui
et un président de la République surtout qui ne prête pas attention aux revendications. Donc c'est une nouvelle phase et vous l'avez noté avec un nouveau mot d'ordre de l'intersyndicale, c'est-à-dire mettre le pays à l'arrêt et des grèves reconductibles dans de nombreux secteurs. Le mouvement est suivi dans de nombreux secteurs comme dans les transports, circulation fortement perturbée ce mardi à la SNCF et à la RATP. L'éducation nationale, elle aussi, est en grève. Plus de 60% des enseignants du premier degré seraient grévistes. Et dans toutes les raffineries en France, les expéditions de carburant sont bloquées. Depuis le début de la matinée, aucun produit n'entre ni ne sort des sites, selon la CGT. À Marseille, ce matin, avant le départ du cortège de protestataires, le chef des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, s'est adressé au président Emmanuel Macron. Il lui propose une sortie par le haut en suggérant deux solutions, une dissolution de l'Assemblée nationale ou un référendum. Je vous propose de l'écouter. Le président de la République peut-il espérer qu'il lui suffise d'attendre que tout pourrisse pour que les gens se dissuadent de lutter? Ils ne le feront pas. Son devoir dans une démocratie, c'est de trouver une sortie par le haut. Puisqu'il y a d'un côté sa volonté à lui, de l'autre côté celle du peuple français, à qui doit revenir le dernier mot? Évidemment au peuple. Par conséquent, le moment est venu pour lui de prendre l'initiative démocratique qui correspond à cette situation de blocage. Ou bien à la dissolution, puisqu'il est évident qu'il y a une différence entre ce que ressent le pays et ce que dit l'Assemblée nationale, ou bien, plus simplement, un référendum comme nous l'avions tous espéré. Après Platini, Zidane, Mbappé, Antoine Griezmann a fait son entrée au musée Grévin. Sa statue en cire a été dévoilée au cours d'une cérémonie en présence du footballeur français, champion du monde 2018, hier lundi au grand public. C'est tout pour cette édition du journal sur Télé Sud. Merci de l'avoir suivi. Je vous laisse en compagnie des programmes de Télé Sud. Au revoir.